Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans les fondations de la connaissance avec une distinction cruciale chez Emmanuel Kant. Elle est tirée d'un extrait de son œuvre majeure et il s'agit de la différence entre les jugements analytiques et synthétiques. L'objectif, c'est simple. Essayer de comprendre comment on formule des affirmations sur le monde. Certaines, elles ne font que clarifier ce qu'on sait déjà, et puis d'autres, elles élargissent vraiment notre savoir. On va décortiquer un peu la structure de la pensée, quoi. Oui, c'est une distinction absolument fondamentale. Elle nous aide à saisir comment la connaissance progresse, ou parfois comment elle est juste réaffirmée, clarifiée. C'est une clé, non seulement pour comprendre la philo de Kant, mais aussi plus largement la nature de la science et même de la logique. Parfait. Alors, commençons par le premier type, le jugement analytique. Kant explique que là, le prédicat, c'est-à-dire ce qu'on dit du sujet, est déjà contenu, même de façon un peu cachée, dans le concept même du sujet. Quand il dit concept, c'est bien l'ensemble des idées qu'on associe à ce sujet, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce qu'on pense nécessairement en pensant au sujet. L'exemple classique qu'il donne, c'est « tous les corps sont étendus ». L'idée d'étendu, d'occuper de l'espace, ça fait partie de ce qu'on entend par corps. Il suffit d'analyser le concept de corps pour trouver l'étendue. On n'ajoute rien de neuf en fait. On explicite. C'est pour ça qu'il les appelle aussi jugements explicitatifs. Et ils sont vrais a priori. Pas besoin d'aller voir dehors, l'expérience ne sert à rien pour ça. Tout à fait. Ces jugements, ils reposent sur la logique pure, le principe d'identité ou de non-contradiction. Dire qu'un corps n'est pas étendu, ce serait contradictoire avec le concept même de corps tel qu'on le définit. Donc, ils sont nécessaires, importants pour la clarté, oui, mais ils n'étendent pas notre connaissance du monde. Ils clarifient nos idées. D'accord. Alors, passons maintenant aux autres, les jugements synthétiques. Là, Kant dit que c'est l'inverse. Le prédicat est extérieur au concept du sujet. Il y ajoute une information nouvelle, quelque chose qui n'était pas déjà dedans. C'est ça. L'exemple qu'il utilise, c'est « tous les corps sont pesants ». Si on prend le concept de corps, avec l'étendue, l'impénétrabilité, tout ça, l'idée de poids, elle n'y est pas forcément incluse par définition. C'est quelque chose qu'on découvre en plus. Ça étend notre connaissance du corps. D'où le nom que Kant leur donne, jugement extensif. Et c'est là effectivement que ça devient un peu plus complexe. Parce que ces jugements synthétiques, il y en a de deux sortes. D'abord les plus évidents, on va dire, les synthétiques a posteriori. Ceux-là, ils se fondent sur l'expérience. Pour savoir que les corps sont pesants, il faut les observer et faire l'expérience de leur poids. C'est l'expérience qui synthétise, qui relie le concept de corps et le prédicat de pesanteur, même si l'un n'est pas dans l'autre par définition. En gros, la plupart de nos jugements sur le monde basés sur l'observation, ils sont de ce type. Ah oui, d'accord, c'est l'expérience qui fait le lien en quelque sorte. Voilà. Mais alors, si ça dépend de l'expérience, comment expliquer ces jugements qui semblent étendre notre savoir, mais avant toute expérience? C'est ça le point qui intrigue Kant, j'ai l'impression. Exactement. C'est la deuxième catégorie. Et c'est vraiment là que se joue quelque chose de décisif pour Kant. Les jugements synthétiques a priori. Ils sont synthétiques, donc ils étendent notre connaissance, ils nous apprennent quelque chose de neuf sur le monde, mais ils sont a priori. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'expérience pour être reconnus comme vrais, et même plus, ils prétendent à la nécessité et à l'universalité. Ah oui, quand même. C'est là que Kant voit la possibilité de fonder la certitude de savoir comme les mathématiques ou les principes fondamentaux de la physique pure. Des connaissances qui nous disent vraiment quelque chose sur la réalité, mais avec une certitude qui va au-delà de ce que l'expérience seule peut nous donner. L'exemple qu'il donne est assez parlant. Tout ce qui arrive possède sa cause. Si on y réfléchit bien, le concept de cause, il n'est pas contenu logiquement dans le concept de quelque chose qui arrive. Penser à un événement, ce n'est pas automatiquement, par définition, penser à sa cause. Pourtant, on affirme ce lien comme nécessaire, universel. Ce n'est pas juste une constatation, répétée, une habitude. Voilà, on touche au cœur du problème pour Kant.
D'où vient cette nécessité X? Si elle ne vient pas de l'analyse logique du concept, ce n'est pas analytique, et si elle ne peut pas venir de l'expérience, parce que l'expérience, elle montre des successions régulières, mais jamais une nécessité absolue et universelle pour tous les cas possibles, alors sur quoi repose cette synthèse a priori? C'est ça que Kant cherche à élucider. Il parle parfois de cet inconnu égale X. Quelle est cette source, cette faculté en nous peut-être, qui nous permet de lier ce qui arrive à une cause de manière nécessaire, avant même l'expérience? Pour lui, ce sont ces jugements-là qui fondent toute connaissance spéculative réellement nouvelle et certaine. Concept, ils sont a priori, ils n'ajoutent rien sur le monde, et de l'autre, les jugements synthétiques. Eux, ils ajoutent une information nouvelle, soit via l'expérience, et là c'est a posteriori, soit, et c'est là le point crucial et un peu mystérieux, indépendamment de l'expérience, mais avec une prétention à l'universalité, et ça, c'est a priori. C'est exactement ça. Et cette distinction, ce n'est pas juste une subtilité pour philosophe. Elle ouvre vraiment la question des limites et des possibilités de notre raison. Comprendre comment on forme ces jugements synthétiques a priori, c'est pour Kant la clé pour comprendre comment une connaissance universelle et nécessaire du monde comme la science est possible. Ça donne à réfléchir. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Si la nécessité qu'on attribue au lien de cause à effet, par exemple, ne vient ni de la définition même de l'événement, ni de l'observation de tous les cas possibles, ce qui est impossible, d'où provient cette certitude qu'on semble y attacher? Qu'est-ce qui, en nous, ou peut-être dans la structure même de notre pensée, permet de construire ce pont apparemment si solide entre des concepts qui, au départ, sont distincts?